Souvent même, des gens exclus peuvent réintégrer un groupe grâce à une telle aide, par quoi ensuite ils me regardent comme suspect. Cela ne me dérange pas plus que ça, car je sais que pour pouvoir se souder au nouveau groupe ils ont besoin d'un ennemi commun, par quoi ils sentiront la complicité contre, qui donne sensation d'amour. Des gens me disent souvent dans ce cas, mais tu es maso ou quoi? Et non, mon logiciel est seulement prévu pour soutenir les laissés pour compte, à les aider à retrouver des amis, et la complicité contre est un des moyens les plus efficaces. Il faut un salaud à détester à deux ou plusieurs pour éprouver la sensation d'amour. De mon côté ça me donne l'occasion d'apprendre à ne pas être dépendant des autres pour exister. Mon logiciel pourrait être perçu comme intrusif dans un cadre britannique classique, mais pour les laissés pour compte justement, ça leur permet de pouvoir faire le point, de comprendre en quoi ils effraient les autres. S'il fallait de vrais chrétiens, qui mettent vraiment en pratique ces enseignements, ce logiciel pourrait y correspondre. Cette attitude implique le courage de me distancier de la majorité mimétique. Elle exige persévérance, ouverture et curiosité, trois qualités qui ne sont pas toujours compatibles avec un logiciel centré sur la bienséance et l'amour. J'ai appris que Rudolf Steiner, dont je connais peu la doctrine, aurait annoncé, vers 1910, le fait que des âmes venant d'ailleurs, ce qu'on nomme des starseeds en anglais donc, allaient arriver en masse au XXe siècle. Différentes théories existent pour en expliquer la cause. Certains parlent de la Terre comme d'une prison. Tous les créatifs, qui ne se laissent pas discipliner, seraient envoyés ici, car dérangeants dans le reste du cosmos. D'autres voient dans la Terre un lieu de promiscuité, qui serait une occasion de dépassement de soi incomparable. D'autres encore pensent que la Terre s'ouvre à la conscience multidimensionnelle, dont beaucoup aimeraient être témoins, ce qui serait une étape cruciale dans la vie des planètes, la Terre étant une planète jeune. Dans les situations de résolution des problèmes, où on cherche l'efficacité et non la superficialité de l'amour, un logiciel qui cherche la profondeur est à sa place. On gagnera à fuir les fêtes de famille, les situations de convivialité superficielle, les gens qui se disent dans l'amour, dans la courtoisie, et bien sûr Noël et le jour de l'an. On y préférera les réunions studieuses, où des projets sérieux sont préparés, l'élaboration de coopérations solides, sans fioritures ni faux semblants. Bien des gens souvent voudraient me connaître, mais à la première petite différence d'opinion fuient apeurés, croyant que je vais les dévorer. Je ne suis pas plus méchant que ça, mais il est vrai que j'aime les discussions sérieuses. Le rire me fatigue, je le ressens comme une fuite vis-à-vis des choses importantes. Alors qu'est-ce que ces deux profils, sérieux ou légers, révèlent sur cette notion d'âme, comparable à des programmations, à des logiciels? Ces deux approches ne sont pas de mauvaises ou de bonnes versions de la vie, elles répondent seulement à des besoins différents. Le logiciel de bienséance britannique a pour but de préserver des relations sociales agréables, sans risques inutiles. Il crée souvent des tensions non résolues, qui s'accumulent avec le temps. Le logiciel d'exploration profonde permet de résoudre des problèmes souvent laissés pour compte par les approches de bienséance courtoise, même si cela entraîne des frictions, parfois nécessaires, pour enfin aborder ce que tout le monde refoule. Une personne dotée d'un tel programme d'âme n'a pas peur des confrontations d'idées, car on sait rester calme dans le conflit, alors qu'une personne habituée à rester superficielle pourra perdre ses moyens, dès qu'un petit désaccord, ou une différence de goût, surgit. Un autre exemple de logiciel différent, montrer ses fragilités, ou les cacher. À une époque où je faisais mes études en psychothérapie, en suivant une moi-même en tant que patient, je m'imposais d'être capable de montrer mes fragilités sans en avoir honte, et mes propres profs qui prenaient en théorie cette attitude, mais qui ne l'avaient jamais mise en pratique, étaient désorientés. De l'avis des autres élèves, ils prenaient très mal que je puisse mettre en pratique des théories qu'ils enseignaient, sans jamais pouvoir les réaliser. Je me suis amusé ainsi, pendant longtemps, à les confronter à cette croyance stupide, selon laquelle il aurait suffi de poser une intention, pour qu'elle se réalise d'elle-même, car moi je mettais en place une méthode pour vérifier si ça fonctionnait, et eux assuraient que ça ne servait à rien. Mes recherches en épistémologie, à leur sens, étaient inutiles. Apprendre à savoir vraiment se montrer à nu? Mais il suffisait à leurs yeux de se décréter authentique pour que ça fonctionne. Bien sûr c'étaient de fiefés hypocrites, mais ils se réfugiaient dans le groupe pour s'auto-persuader que la perfidie valait mieux que tout, sans comprendre qu'une telle attitude ne pouvait pas faire d'eux de bons thérapeutes. Mais l'argent primait, pour eux, plus que l'efficacité dans leur métier. Alors que pour moi il fallait mettre en place des méthodes de vérification des résultats, mes profs, voyant que je réalisais vraiment ce qu'ils enseignaient, finissaient par se dire, entre eux, dans mon dos, quoi, il met en pratique ce qu'on dit qu'il faudrait faire, mais il est complètement fou. Il ne comprend pas qu'il faut l'enseigner mais pas le faire? Il est totalement timbré.
Et j'ai pu ainsi voir que le nombre de gens qui mettent en pratique ce qu'ils enseignent est vraiment très rare. J'ai appris à savoir supporter de me laisser regarder dans mes faiblesses, à ne plus avoir peur du regard des autres. Pour bien des gens, parmi ceux qui enseignent qu'il faudrait savoir se montrer à nu sans le faire, celui qui le fait vraiment n'est pas perçu comme authentique, mais comme orgueilleux, il a l'orgueil de faire ce qu'on dit qu'il faudrait faire. Voilà comment les gens qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent raisonnent, quand ils sont surpris à voir des élèves qui réalisent vraiment leurs enseignements. Ils ne les applaudissent pas mais voient en eux soit des prétentieux, soit des masochistes, qui aimeraient qu'on se moque d'eux. Et j'ai pu voir comment, alors, ils se drapaient dans l'amour en disant de moi, s'il était dans l'amour il ferait comme nous. Leur logiciel est donc l'amour qui consiste à enseigner des choses qu'on ne réalise pas, et le justifier en disant qu'en prônant la tolérance à l'égard de qui ne met pas en pratique ce qu'il prône, ça signe l'amour. Voilà deux types de logiciels encore qui semblent s'opposer, les « dans l'amour », qui sont mimétiques, qui voient dans les gens qui réalisent vraiment ce qu'ils enseignent des orgueilleux, qui ne seraient pas aimants. On peut donc voir en quoi les deux types de logiciels autour de la question de l'authenticité et de la mise en pratique des enseignements servent l'astral qui sait les opposer. L'opposition entre montrer ses fragilités ou bien les cacher, ou entre dire ou bien faire, est au cœur de nombreuses tensions humaines et professionnelles, surtout dans les domaines comme l'enseignement, la psychothérapie ou la spiritualité, où les pratiques sont censées incarner les principes théoriques.